Bonjour, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour notre travail toujours sur, sur le Kavod, sur l'univers de l'honneur, du respect, pardonnez-moi. Hier, donc, nous avions vu l'enseignement suivant qui nous disait que eh bien, c'est l'homme qui donne de la valeur à la place à laquelle il se trouve et ce n'est pas la place dans laquelle il se trouve qui nous donne de la valeur. Donc, on a longuement réfléchi sur toute la problématique de ceux qui ont besoin de se positionner dans des endroits particuliers pour avoir l'impression d'exister, alors qu'en vérité, ce texte nous apprenait exactement le contraire, que c'est ce que l'on a construit de soi qui donne de la valeur aux univers dans lesquels on se trouve. Et plus que cela, eh bien, on avait vu que celui qui recherche le kavod, celui qui recherche les honneurs le fuit. Par contre, celui qui les fuit, eh bien, ceux-ci vont le poursuivre. Et on va essayer donc de développer un tout petit peu ça avant d'avancer sur le thème d'aujourd'hui, qui est moi personnellement je. La personne qui poursuit le kavod, eh bien, on a l'impression qu'en vérité, celle-ci est sur le devant de la scène et on est là, monsieur, madame, vraiment extraordinaire et tout. Mais c'est pas ça le kavod, on l'a appris. Ce qu'on a vu, le kavod, c'est le poids que l'on donne à cette personne, ce qu'elle représente réellement par rapport à nous. Alors, lorsque l'on voit qu'une personne essaye, par toutes les manières possibles, de se retrouver dans tel et tel endroit, et de pouvoir tout simplement se faire exister de par la place et la position qu'elle a, évidemment, eh bien, même si on lui exprime une forme de respect, mais c'est beaucoup plus ce que j'appellerais l'univers des règles de savoir-vivre, mais absolument pas quelque chose que l'on ressent profondément par rapport à elle. Maintenant, évidemment, il y a des personnes qui sont sur le devant de la scène, mais qui ne cherchent pas à l'être, et celles-là, eh bien, on va pouvoir les respecter parce qu'elles révèlent véritablement ce qu'elles sont dans leur démarche de vie quotidienne. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a une Mishnah qui dit la chose suivante, un texte de la traduction talmudique qui nous dit que Yafet Talmud Torah in derech eretz, il dit que belle est l'étude de la Torah im derech eretz, avec littéralement le chemin de la terre. Et là-bas, il y a plusieurs lectures, évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais un maître chassidique donne cette lecture, il dit belle est l'étude de la Torah qui fait grandir l'homme, im derech eretz, mais qui fonctionne comme la terre fonctionne, avec le chemin de la terre. La terre, nous en avons besoin, c'est la terre nourricière, elle nous donne tout ce dont on a besoin, pourtant on la foule, on lui marche dessus au quotidien. Et pourtant, il ne viendrait pas à l'idée que la terre puisse dire, eh bien, puisque vous me marchez dessus, j'arrête de vous donner ce que vous avez besoin. Et au niveau du concept, eh bien, il est en train de nous dire, l'expression de la grandeur réelle, c'est justement une personne qui apporte ce qu'elle doit apporter à travers ce qu'elle est, à travers ce qu'elle dit, à travers la totalité de sa personnalité, et au fond, ça ne la dérange pas qu'on marche sur elle. Qu'on dit qu'on marche sur elle, c'est-à-dire qu'elle ne recherche pas à être au-dessus, ce n'est pas son sujet. Si elle se retrouve devant, elle se retrouve devant, mais au fond, ce n'est pas l'élément essentiel. Par contre, il a marqué que quelqu'un qui fuit les honneurs vont le poursuivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, on a envie d'aller, de se tourner et de donner du poids à une personne qui est construite, à une personne qui représente les valeurs essentielles, à une personne qui, de par ce qu'elle est, nous montre un exemple, et on a envie d'être dans une proximité, si tant est que justement les valeurs qu'elle véhicule soient des valeurs qui pour nous sont fondamentales et importantes. Donc, ça c'est ce que l'on avait vu hier de manière très, très développée, et maintenant, eh bien, nous allons avancer un petit peu plus. Il y a marqué comme ça dans le verset, Tzadik Beir hu oda hu ziva hu adara. Il y a marqué que quand quelqu'un de juste est dans un lieu, alors il représente la splendeur, l'éclat et la magnificence de ce lieu. Je traduis de cette manière. Lorsqu'il sort de cette ville, eh bien, ces trois dimensions disparaissent. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, ces trois concepts-là, Hoda, Ziva et Adra, que j'ai traduit par dimension merveilleuse, extraordinaire et tout, représentent en vérité trois concepts. La première, c'est, eh bien, Hod, la splendeur, c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim, c'est-à-dire, à travers ce qu'il est, il véhicule le concept de Yirat Shamayim, c'est-à-dire conscience de la présence d'un créateur, avec tout ce que ça doit impliquer dans la vie de l'homme. Yirat Shamayim est souvent traduit par la crainte du ciel. Je n'aime pas trop le terme crainte. Le mot Yira vient de la racine ro'é qui veut dire voir. Quelqu'un qui voit le ciel, c'est-à-dire quelqu'un qui a face à lui en permanence cette conscience qu'il y a un créateur et donc s'interroge sur sa manière d'agir dans l'univers parce qu'il est être créé
et donc il y a une attente par rapport à lui en tant qu'individu, et puis après en tant qu'individu particulier appartenant au peuple juif. Après, il y a que il est, il y a après où, pardonnez-moi, voilà, après la deuxième dimension, c'est quoi? Eh bien, c'est Ziv. Ziv, c'est sa dimension d'éclairage. Pourquoi? Parce qu'il leur apprend à développer l'amour de la sagesse à travers sa propre sagesse et sa connaissance. Et la troisième chose, eh bien, Hadar, la dimension splendide, c'est tout simplement leur apprendre, à travers ce qu'il est, à avoir des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Qu'est-ce que l'on voit? On va voir qu'en effet, ce qui exprime véritablement la valeur de quelqu'un, c'est quand il est capable de véhiculer ces trois notions. Et au fond, ces trois notions, nous pouvons toutes et tous les véhiculer, à savoir cette conscience que la vie a du sens, ce désir d'accéder au savoir et à la connaissance pour pouvoir se laisser bouleverser par celle-ci, et aussi la nécessité d'avoir des bons traits de caractère. Ce n'est pas lié à un niveau nécessairement, mais avant tout à un désir et un mouvement qui va à l'intérieur de cela. Et justement, le tzaddik, l'être juste, eh bien, il représente véritablement l'expression de la personne la plus respectable. Pourquoi il représente l'expression de la personne la plus respectable? Parce qu'il véhicule des dimensions essentielles. Et si on réfléchit, eh bien, on va profondément éprouver du respect vis-à-vis de quelqu'un qui nous montre que sa vie va dans une direction, elle est porteuse de sens et qu'il sait très bien qu'il a un rôle à jouer sur Terre, comme chacun d'entre nous, de quelqu'un pour qui le savoir, la sagesse sont des choses importantes et qui est capable de relativiser l'importance des valeurs de la matérialité, même s'il en possède, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas là où se situe l'essentiel, et de quelqu'un qui apprécie et lui aussi est dans l'univers des Midot Tovot. Quand on rencontre une personne de ce type, si on réfléchit, on ressent quelque chose de fort vis-à-vis de cette personne, si tant est que ces valeurs correspondent à ce à quoi nous aspirons. Et je pense qu'au plus profond de nous-mêmes, pour nous, ces valeurs sont fondamentales. Donner du sens, développement de la sagesse, de la connaissance du savoir, pour que celui-ci nous bouleverse et nous transforme, et derech eretz, une manière correcte d'agir dans le monde de la relation à l'autre. Ces trois dimensions-là font de l'individu quelqu'un d'élevé, font de l'individu quelqu'un à qui on a donné, à qui on a envie de donner du kavod, c'est-à-dire vis-à-vis duquel on ressent un respect. On ressent quelque chose qui est du domaine du respect, on lui donne du poids, et ce n'est pas nécessairement dans l'expression technique de vraiment Monseigneur, etc. etc. Ce n'est pas nécessairement ça. D'ailleurs, on l'avait vu au début, on peut être dans un rapport de proximité avec quelqu'un en éprouvant un profond respect pour cette personne. C'est-à-dire que le profond respect que l'on peut éprouver vis-à-vis de quelqu'un qui incarne ses valeurs et les vit n'est pas nécessairement quelque chose qui génère une distance vis-à-vis de cette personne. Absolument pas. Mais si c'est surtout une personne beaucoup plus âgée que nous, etc., évidemment, il y a quelque chose de la relation de proximité qui n'est pas du même principe. Pourquoi la différence d'âge est ce que vous voulez? Mais on peut être avec des personnes de notre génération, mais dont on se rend compte qu'elles incarnent fortement ces choses-là. On peut être proche, mais on ressent ce sentiment de respect, et c'est extraordinaire, parce que si on le ressent, alors nous aussi nous sommes respectables, parce que ça veut dire que ces notions font partie de nous-mêmes, elles sont importantes pour nous, et à travers cela, on se révèle quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on sait mettre les fondamentaux de l'existence à l'intérieur de notre vie. Évidemment, si on réfléchit à cela, eh bien, on comprend parfaitement que on va mettre de côté tout ce que l'on appelle kavod medoumé, c'est-à-dire la recherche des honneurs qui sont tellement extérieurs et factices. Les photos dans les journaux, vraiment, comme vous êtes joli, comme vous semblez beau, et ce partout. Ce n'est pas quelque chose que l'on va essayer de rechercher. Et au passage, et c'est ce qu'un Volbe va faire, eh bien, on va voir que pour pouvoir rentrer plus avant dans la fuite de ce kavod, de cet univers de respect qui ne font que technique, mais qui n'est pas révélateur de quelqu'un de respectable, eh bien, il serait bon peut-être de s'arrêter un instant et de réfléchir sur trois termes. Trois termes que l'on entend souvent dans la bouche de personnes qui n'ont pas encore commencé à faire ce travail,
et qui sont un petit peu dans un univers de superficialité ou un univers factice. Chez ces personnes-là, eh bien, on entend souvent émerger très fortement les mots « moi, personnellement, je ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce type de personnes qui vont vous dire « moi, personnellement, je pense ». Même le « je », on devrait essayer de le mettre de côté. Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et je suis sûr que si vous me dites, eh bien, je vous dirai que, vous avez vu là, on est en plein dedans. Alors, il serait intéressant d'abord de réfléchir pourquoi on éprouve tellement le besoin de dire je. Non mais je dis, je pense, je crois, je fais, plutôt que d'utiliser une autre terminologie. C'est qu'on aime bien s'entendre parler de soi. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin de se sentir un petit peu, de se respecter. Alors pas se respecter soi-même tel qu'on l'a vu, mais voilà, c'est là. Alors évidemment, quand c'est accentué par le moi, personnellement, je, ça a quelque chose qui est un petit peu surprenant, voire même qui peut amener à sourire. Pourquoi a-t-on besoin de tellement insister sur le fait que ce que nous allons exprimer provient de nous? Pourquoi nous avons besoin que la personne ou les personnes qui sont en face de nous comprennent parfaitement bien que telle chose, telle parole, telle action proviennent de je, de moi? C'est intéressant. Il y aurait peut-être un travail à faire sur l'utilisation de ces termes, c'est-à-dire essayer de temps à autre d'imaginer élaborer une phrase sans le terme « je ». Il me semble que Pérec, dans La disparition, a réussi à écrire un ouvrage sans utiliser une fois la voyelle « e ». Il me semble en tout cas que c'est un des éléments qui est présent dans cet ouvrage. Donc, on peut en effet imaginer un échange, une parole, un enseignement, un partage, en essayant de limiter la place du « je » à l'intérieur. Je pense, je dis, je crois, exprimons notre pensée, exprimons notre parole. Et d'ailleurs, on le voit. Écoutez, je voulais vous dire, écoutez commence à dire. D'accord? Pas la peine de dire, écoutez, je voulais vous dire. Ah, à ce sujet-là, je pense que. Mais évidemment que si tu exprimes, c'est que c'est ta pensée qui s'exprime. À ce sujet-là, on peut penser. C'est quand on s'amuse à faire ça, c'est assez intéressant de voir que c'est pas si simple. Alors, rassurons-nous tous, et moi en tête, parce que sinon on va se sentir mal, ce n'est pas parce que le terme de je arrive de manière régulière à l'intérieur de notre parole que pour autant nous sommes des individus à la recherche effrénée du kavod, des honneurs et d'être applaudis par tout le monde, évidemment. Mais il serait quand même intéressant de s'y arrêter un instant, et surtout, si nous nous surprenons à être sans arrêt dans des mots dans lesquels l'élément essentiel, c'est que les personnes constatent que cela provient de nous, et c'est pour ça que cette terminologie de « moi, personnellement, je » a été mise en exergue. Là-dessus, il y a lieu de s'interroger par rapport à soi-même. Il y a lieu, en effet, de s'interroger par rapport à soi-même pour ne pas tomber à l'intérieur de la recherche, donc, du kavod permanent. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Maintenant, pourquoi, au fond, c'est tellement dangereux? Pourquoi c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de faire un travail? Puisque, au fond, comme dirait l'autre, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, on est dans le moi personnellement je. Eh bien, vous allez constater en observant autour de vous que ces personnes qui utilisent de manière très régulière ce type de langage sont souvent très j'ai envie de dire, très en surface. C'est-à-dire, il y a un manque souvent de profondeur. Il y a quelque chose qui est du domaine du superficiel. Et donc, cela risque de nous amener à la superficialité. Pourquoi? Parce qu'en exprimant cela, eh bien, on montre que l'on a besoin que les autres nous voient et nous regardent, puisqu'on accentue sur ce désir que les autres relient une parole et un acte à nous. C'est au fond
un manque de conscience de sa propre valeur et surtout un manque au niveau de notre construction intérieure. C'est quelque chose que l'on a abordé ensemble depuis le début de ce travail sur le Kavod. Et ce travail était de réussir à se construire suffisamment pour ne pas avoir besoin du regard du tiers pour se sentir exister, c'est-à-dire pénétrer notre univers, pénétrer notre monde. Cela revient donc à mieux comprendre pourquoi une des qualités qui est recommandée à développer au maximum est la anava et l'humilité. Non pas l'humilité pour dire je suis petit, non pas l'humilité pour dire je n'ai pas de valeur, surtout pas. L'humilité comme étant la conséquence d'un travail qui a été fait par ailleurs, qui paradoxalement démarre par la conscience de soi et de sa valeur, et à partir de cela, de réfléchir ce que l'on attend de nous au regard des capacités que l'on a, et s'atteler et s'impliquer à développer ces qualités par rapport à quelque chose qui a du sens. Donc, c'est la conséquence de ce travail de construction intérieure. Quand on nous demande et qu'on nous ouvre à l'univers de la nava, à l'univers de l'humilité, on ne va pas nous dire, eh bien écoute, sache te faire tout petit, dire mais non, moi je ne suis rien, mais pas du tout, pas du tout. Vous connaissez la fameuse histoire, hein, cette fameuse histoire de ces deux rabbins qui sont dans un taxi à New York, et puis ils prennent le même taxi parce qu'ils doivent aller au même endroit, donc si déjà autant diviser la course par deux, n'est-ce pas? Et ils sont là, ils commencent à parler, puis l'un dit à l'autre, vous savez, j'ai entendu à votre sujet, vraiment, enfin il commence à le complimenter, et lui dit, mais pas du tout, il ne faut pas croire ça, mais je ne suis pas aussi grand que ça, et vraiment pas, et vraiment pas. Par contre, vous, hein, alors là, vraiment, j'ai entendu, extraordinaire, fabuleux. Il dit, non, 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 mais vraiment, il ne faut pas croire, moi aussi, les gens pensent que, mais je ne veux rien, etc. Et puis à un moment, le chauffeur de taxi, qui est juif et qui les entend parler, se tourne vers eux et leur dit, oulala, mais si vous êtes tout petit, mais moi je suis rien, moi je suis encore moins que rien. Et les deux le regardent et disent, mais pour qui il se prend celui-là? Donc faisons attention de cette illusion d'humilité. D'ailleurs, c'est ce qu'un jour quelqu'un disait à une personne qui disait, mais non, je ne vaux pas grand-chose. Il lui disait, écoute, pas la peine de te faire si petit, t'es pas si grand que ça. Donc, ça c'est ce travail qu'on nous propose sur le moi personnellement je. Il y a encore un élément sur cette idée-là, c'est que lorsque la personne tourne en permanence ce qu'elle exprime par rapport à elle-même, eh bien, elle rentre dans une forme d'autosuffisance et surtout, elle ne sera pas à l'écoute d'une pensée autre que la sienne. Pourquoi? Parce qu'elle accentue en permanence les choses vers elle. Donc, elle a besoin de se mettre au centre, son Annie, son moi devient de plus important, et évidemment, elle ne peut pas écouter la parole d'un tiers, surtout que cette parole pourrait éventuellement remettre en cause sa pensée, pourrait éventuellement remettre en cause sa vision des choses. Et c'est la raison pour laquelle une personne de ce type ne sera pas prête à être à l'écoute de ce qui peut la faire progresser en lui ouvrant d'autres perspectives d'existence, parce que son moi personnellement je a inscrit à l'intérieur d'elle une certaine vision du monde, des choses, de la vie, dans tous les domaines, et dès le moment où une parole autre risque de la bouleverser, elle s'enferme immédiatement pour rester à l'intérieur de ce qui lui a donné l'illusion d'une identité. Et ce n'est pas pour rien que, pour pouvoir accéder à la grandeur, on nous demande d'être capable de développer cette ouverture à la parole de l'autre. Cette ouverture à la parole de l'autre, c'est être capable d'imaginer que le « moi personnellement je pense » sur tel et tel sujet, eh bien moi personnellement je me suis trompé. Moi personnellement je n'ai pas nécessairement raison. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir que dans ce domaine-là, on entend rarement le « moi personnellement je ». On ne dit pas « mais écoutez, moi personnellement je pense que je me suis trompé ». On va plus entendre « bon d'accord, c'est une erreur, c'est une bêtise ». Mais je me suis trompé, c'est plus difficile. Ok, tu as raison. Pourquoi les gens
disent beaucoup plus à l'autre qu'il a raison que eux-mêmes ont eu tort. Parce que quand on dit que l'on a eu tort, on dit « j'ai eu tort ». Et dans le « j'ai eu tort », il y a « je ». Et donc il y a une forme de remise en cause de ce fameux « je » que l'on a tellement envie de mettre en exergue. Arrêtons-nous à l'écoute et voyons que pour faire émerger des choses que l'on a envie que les autres entendent, on n'a aucun problème à utiliser le terme du « je ». Dès le moment où il faut changer d'avis, où il faut renoncer à une pensée et à mettre de côté quelque chose parce qu'il y a une erreur, les gens vont dire « c'est une erreur », mais rarement « j'ai fait une erreur ». Celui qui est capable de dire « j'ai fait une erreur » a quelque chose d'extrêmement grand. C'est qu'il est capable à un moment de dire ce fameux « je » qu'on a tellement envie de mettre en exergue, j'accepte qu'à un moment, il n'a pas été à la hauteur, il s'est trompé et que ça a dysfonctionné. Donc on comprend encore mieux la nécessité de faire ce travail et de réaliser que s'il n'est pas fait, nous risquons fort dans la vie de rester immobiles. Les personnes qui ont construit des certitudes dans tous les domaines de l'existence, eh bien, sont des personnes qui risquent de ne pas évoluer. Il y a certains fondamentaux qui sont posés. Oui, Dieu existe. Tu peux éventuellement m'amener à réfléchir sur cela, mais de la même manière que tu me demandes de prouver éventuellement qu'il existe, alors peut-être que toi tu me prouves qu'il n'existe pas. Parce que si on parle, c'est comme les gens qui disent « je ne crois pas en Dieu ». C'est pas vrai. En vérité, tu es dans une croyance. Tu crois que Dieu n'existe pas. C'est une croyance. Parce que tu ne peux pas me prouver que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas me prouver que la création n'a pas une origine. Dans l'autre sens, c'est quand même un peu plus facile au passage, mais ça c'est un autre sujet. Donc, cet élément-là, s'il est fondamental, il a été posé. Il y a quelques fondamentaux de vie. La Torah est vraie, la transmission existe. Ça c'est clair. Après, même dans l'étude, c'est très intéressant parce que dans l'étude, on va voir que la notion d'ailleurs, récemment, un maître très très prestigieux intervenait dans le cadre d'un cours régulier qu'il donne et il commence ce cours en disant qu'il avait donné un enseignement la semaine précédente et il démarre en disant « Eh bien, je me suis trompé, je reviens sur ce que j'ai dit, je pense que j'avais mal compris les choses et c'est la raison pour laquelle je vous demande de mettre ça de côté et on va essayer d'analyser les choses d'une manière différente. » Être capable de reconnaître son erreur, c'est l'expression véritablement d'une construction intérieure et de quelqu'un qui ne recherche pas le kavod. Au passage, nous allons voir que le roi d'Israël, qui est le plus élevé dans l'histoire, puisque c'est le point de départ de toute la royauté du peuple juif, s'appelle David. Et David, c'est 3 lettres. Dalet, Vav, Dalet. Dalet, la lettre Dalet, de, eh bien, provient de la racine Dal. Dal, c'est un pauvre. Vav, c'est une lettre qui est la conjonction de coordination, c'est celle qui lie. Et la 3e lettre, c'est Dalet aussi. Ce qui incarne le roi David, c'est justement le fait qu'il se sent comme un pauvre, c'est-à-dire qu'il a besoin des autres. Et donc l'autre a une place à l'intérieur de son existence. L'autre a une place à l'intérieur de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'au contraire, c'est le roi. Il est a priori au-dessus de tout. Eh bien, c'est exactement le contraire. Parce qu'il fait preuve de cette dimension-là. Nous nous appelons juifs, parce que juif c'est Yehudi, et Yehudi vient de la racine d'un mot qui est Yehuda, Yehuda qui vient de la racine Hoda'a, qui veut dire reconnaître, c'est-à-dire être prêt à accepter qu'on a fait une erreur. Et c'est très intéressant parce que Yehuda, qui va être la tribu du peuple d'Israël, eh bien, cette tribu-là, elle se caractérise parce que leur ancêtre Yehuda a à un moment dit « je me suis trompé ». J'ai fait une erreur. Et c'est ça qui va lui donner toute sa grandeur. Et au passage, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au moment où Yehuda parle de son erreur et la reconnaît, alors qu'il aurait très bien pu dire « oui, enfin, bon, on va... » Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, c'est une histoire assez longue, mais Yehuda dit « j'ai fait une erreur, je me suis trompé ». Alors qu'il aurait très bien pu, quand on connaît l'histoire, essayer de ne pas dire qu'il a fait une erreur. Bon, écoutez, il y a quelque chose à revoir, il faut qu'on revoie le dossier, il y a peut-être quelque chose à approfondir. Allez, et on s'arrête là.
Au moment où il dit j'ai fait une erreur, il se met en danger. C'est qu'on peut dire, mais comment tu as fait une erreur, puisque c'est un domaine très lourd dans lequel il a fait une erreur, tu as fait quelque chose de pas bien. Tu reconnais que tu as fait une erreur, quelque chose vraiment de pas bien. Tant pis. Et c'est là où justement, il devient celui qui va pouvoir être le support à la royauté de David, à la royauté d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il fait preuve de cette humilité, il fait preuve de cette capacité d'utiliser son je et de dire, eh bien, je a fait une erreur. Ce je a fait une erreur. Et à partir de cela, il a véritablement une grandeur. Parce que ça prouve qu'il est construit de l'intérieur. Et que pour lui, la perception et le regard que les autres auront vis-à-vis de lui ne change rien. Ce n'est pas le regard de l'autre qui déterminera son mouvement d'existence. Ce qui va déterminer son mouvement d'existence, c'est justement cette recherche de vérité et de ne pas, parce qu'elle peut être bouleversante à un moment, la mettre de côté. Ça va être donc cette dimension du moi personnellement je. Évidemment, à partir de là, eh bien, on va rentrer dans la problématique qui est de savoir comment créer une vigilance, surtout lorsque l'on avance dans la vie. Puisque nos maîtres dans le Talmud nous disent, plus l'individu grandit, plus ses pulsions à la recherche du je sont présentes. Elles sont là, elles sont extrêmement présentes et elles sont difficilement identifiables, pardonnez-moi. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que nous avons toutes et tous des possibilités extrêmement développées de construire des justifications à des dysfonctionnements dès lors que ceux-ci pourraient remettre en place ce que nous sommes. Personne va à un moment faire quelque chose d'inapproprié. Elle est en voyage, elle ne va pas calculer quelqu'un, elle va lui parler mal et tout. Et derrière, on va la regarder en disant, mais c'est honteux. Il va tout de suite dire, non mais vous vous rendez pas compte, mais ça se fait pas, mais vous avez vu comment il m'a parlé, mais c'est normal, il manquerait plus que ça. Et si par la suite on laisse faire, vous allez voir ce qui va se passer. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de justifier? Personne vient en te disant, justifie-toi! Pourquoi on a besoin après d'expliquer? Ouais, je vous explique, en vérité, c'est pas normal, c'est pour ça et c'est la raison pour laquelle. Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on se rend bien compte qu'on vient de se dévaloriser, qu'il y a quelque chose de petit qu'on vient d'avoir comme réaction. Et donc, c'est notre jeu à nous qui risque d'en être affecté. Le regard que les gens vont porter sur nous, qui vont penser qu'on est un malotru, qu'on est quelqu'un, ça ne va pas. Donc, on leur explique que pas du tout. Je reste quelqu'un de très bien, et je vous explique que j'avais raison, parce qu'en vérité, j'ai des principes, et ces principes que j'ai sont vrais, et d'ailleurs, ça serait bien que vous les ayez aussi. Et comme ça, on sort, et on se sent très bien à l'intérieur de soi, parce qu'on a construit un système pour pouvoir être dans une justification d'un dysfonctionnement, parce que le regard de l'autre est tellement important que l'on a peur de passer dans leur vision comme étant quelqu'un de petit, et ça, pour nous, c'est inacceptable. Quelqu'un qui est construit intérieurement, après un dysfonctionnement, va être peut-être la première personne qui va se lever et va dire « Je vous prie de m'excuser, j'ai très mal agi, c'est pas très joli ce que je viens de faire, c'est vraiment nul. » Là, au fond, d'abord, quelque part, on le regarde différemment parce qu'il était capable, et il s'honore en étant capable de reconnaître son erreur et son dysfonctionnement, mais en même temps, pourquoi il le fait? Parce que l'angoisse permanente du regard que les autres vont porter sur lui, eh bien, n'est pas présente. Au passage, on pourrait imaginer que quelqu'un dise « Je suis désolé, j'ai fait une erreur, nanani, nanani, nanana ». Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que tout le monde va dire « Waouh, vous avez vu, il regrette ». Ce qui est important, c'est de savoir si dans tous les domaines de sa vie, il fonctionne comme ça, et plus particulièrement dans les domaines dans lesquels personne ne le regarde, c'est-à-dire à la maison, at home. Si à la maison, tu es aussi capable de dire « Je suis désolé, je te prie de m'excuser, j'ai fait une erreur, j'ai pas été à la hauteur, j'ai eu tort », alors qu'à la maison, il n'y a pas de regard de tiers qui sont portés sur lui, évidemment que dans ce cas-là, ce qu'il exprimera par la suite a quelque chose d'authentique. Mais parfois, certains vont exprimer, parce que justement, ça valorise, de dire « je suis désolé, j'ai fait une erreur, je le reconnais »,
Et puis en plus, de toute façon, il n'a pas le choix souvent. Et donc, on le regarde comme étant quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est de savoir si cette chose existe aussi dans l'univers dans lequel le regard de l'autre n'est pas présent. Voici donc quelques éléments de réflexion, toujours dans l'univers du Kavod. Merci de votre présence et de votre écoute. Et on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre réflexion sur cette thématique.